pensais que ma Mustang GT 426 était la pire voiture que j'ai jamais achetée. Mais celle-ci pourrait bien être la pire voiture que j'ai jamais achetée. Le pare-choc inférieur est fissuré. Nous avons des dégâts causés par le soleil sur tout le capot. Les jantes sont correctes. Le vernis est passé sur tout le couvercle du coffre. Une lunette arrière incroyablement décolorée, trouble et brumeuse, mais c'est encore pire. Ce panneau de porte s'écaille. Est-ce que c'est de l'amiante? Les sièges sont tous déchirés et réparés avec du ruban adhésif, les deux. Le tableau de bord est fissuré. Le volant est dégoûtant, mais elle roule très bien. Ceci est une BMW Z3 de 1999 avec un 6 cylindres en ligne et une boîte manuelle à 5 vitesses. Honnêtement, c'est l'un des véhicules les plus fiables jamais construits. Une BMW 6 cylindres en ligne et boîte manuelle, avant qu'elle ne devienne trop technologique. C'est l'une des voitures les plus fiables à acheter. Et même après 27 ans, elle a toujours un look vraiment cool. C'était avant que les calandres ne commencent à envahir toute la face avant de la voiture. On peut vraiment voir la transition, à quel point celle-ci est petite. Et maintenant, sur les nouveaux modèles, les calandres font quasiment toute la taille du capot. Et elle a les jantes M Sport et seulement 71 000 miles au compteur. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de redonner vie à ce BMW Z3 Roadster de 1999. Ça ne va pas être facile. Je m'appelle Flying Wheels. Voyons ce que ça va donner. Presque jour pour jour, le 12 avril 2025, j'ai enchéri et remporté ce BMW Z3 de 1999. Vous voyez le kilométrage? 74 000 miles. Je l'ai acheté en l'état pour seulement 2000 $. Le problème, c'est que toutes les photos de cette voiture ont été prises sous la pluie. Elle a l'air plutôt belle sur les photos quand elle est mouillée. Malheureusement, elle est arrivée à mon atelier en n'ayant pas aussi belle allure qu'en photo. Pas que ça ait l'air beau non plus. On peut voir ici, il y a un peu de décoloration, mais ce n'est pas comme ça que ça rend quand la voiture est sèche. Passer à l'intérieur, c'est encore pire. Je savais à quoi m'attendre avec l'intérieur. Cette voiture va être un projet, mais avec 74 000 miles, je pense que ça pourrait être un projet assez sympa auquel redonner vie. Je n'ai pas restauré depuis longtemps. Je l'ai acheté vendu en l'état, mais avec de bons pneus. J'ai dû la faire venir de New York, ce qui m'a coûté 800 de transport et 400 de frais en plus. Maintenant, j'en suis à environ 3200. 3200 dans cette voiture, mais c'est comme ça que je pensais qu'elle était, ce qui est bien plus joli que ce qui est réellement arrivé. Bienvenue chez Flying Wheels, où j'ai acheté cette vieille Z3 pourrie sans la voir, lors d'une vente aux enchères en ligne réservée aux concessionnaires. J'avais une brève description et quelques photos. Elle semblait mieux sur les photos. Je reviens d'un week-end en famille et cette voiture est dans mon allée, amenée de Virginie par un transporteur. Je ne l'ai pas encore vue. Ce que vous voyez, c'est exactement ce que je découvre moi aussi pour la première fois, y compris le vernis ici et le panneau de porte qui se détache là. Et mon Dieu, le siège est déchiré, mais c'est une boîte manuelle et c'est un 6 cylindres, ce qui est vraiment génial. Les Z3, ces voitures, étaient vraiment cool quand elles sont sorties et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de redonner vie à cette voiture. Oubliez les Ferrari, les Corvettes, les Lamborghini dans ce garage. C'est ça qui a lancé notre chaîne et qu'on aime. Les voitures à moins de 3000 $. D'accord, une BMW Z3 de 1999. Évidemment, il y a de l'humidité ici, ce qui veut sûrement dire que la capote fuit. La clé doit être quelque part par ici. Voyons voir? Non. Non, la voilà. Voici la clé, juste ici. Voyons si elle démarre. Le frein à main est tiré. Espérons qu'il tienne. Et on a une batterie complètement morte. Je me demande si on peut juste la démarrer avec des câbles. Si je la pousse, ça devrait démarrer. Alors, voyons voir. Je vais poser la caméra juste là. Voyons si on peut pousser cette vieille dame. La clé est sur le contact. Ouais. Et maintenant, allons-y, je vais lui donner une petite poussée. Allez, allez, allez. Ça ne démarre pas. Je n'ai rien. J'espère réussir à démarrer ce truc. Sinon, cette vieille caisse restera au milieu de la route. Je n'arrive même pas à la faire tourner. On va tenter de démarrer la voiture avec des câbles en espérant qu'elle parte, pour éviter de bloquer la rue et déranger les voisins. Regardez la taille de ce capot impressionnant. Nous avons ici notre 6 cylindres en ligne. Je vais brancher ça. Maintenant, la voiture démarre. Voyons si les vitres marchent. Oui, elles fonctionnent. J'adore qu'ils aient mis le soufflet et le levier de vitesse du pack M dessus. Elle tourne plutôt bien. Est-ce que j'ose espérer que la clim fonctionne? On l'a mise sur froid. On va monter un peu. Pour l'instant, ça ne semble pas marcher. Attendez une seconde. Non, ce n'est pas froid.
Donc je ne pense pas qu'on ait la clim. Je suppose que ce serait ça ici, la clim. Je déconseille vivement de conduire sans vérifier les niveaux ou la pression des pneus. Essayez si vous voulez. Je n'ai même pas vérifié les liquides de cette voiture. Je supposais qu'ils étaient bons. Je vais juste à mon atelier pour la garer. Ce n'est pas vraiment correct. Vous devriez probablement vérifier tous vos niveaux avant de sortir faire un tour avec votre nouvelle voiture qui a besoin de réparation. Ce qui est cool avec cette voiture, c'est la simplicité du mécanisme du toit. Donc une manette ici, une manette là, on le rabat et le toit est baissé. Je fais un tour dans une BMW décapotable qui m'a coûté 2000 $. Oui, elle est moche. Oui, elle est moche. Oui, elle est moche. Mais elle roule. Elle avance. Le toit est baissé et elle n'a coûté que 2000 $. On ne peut pas faire mieux. Est-ce que la radio fonctionne? Voyons voir. Comment marche la radio? On l'allume. Voilà. Elle s'allume. 72 000 miles. Est-ce qu'on croit qu'il y a un plein d'essence? Ça doit valoir 60 $ en ce moment. Là, je viens de toucher le jackpot en carburant. La radio s'allume. Je pense que malgré le fait que cette voiture soit un peu moche, c'était vraiment une affaire à 2000 $. Mais on a un problème. Le réservoir est plein. La température ne monte pas. Ça sent bizarre. Comme si ça surchauffait. Je ne sais pas car la jauge de température ne marche pas. J'espère que la voiture ne surchauffe pas. Ça ne fait que quelques minutes, mais j'ai déjà assez roulé pour que la température monte. Ça m'inquiète un peu. J'ai besoin que ce feu passe au vert pour pouvoir continuer à rouler. Mais sinon, elle tourne super bien. Elle tient parfaitement le ralenti. Je ne sens pas de raté. Elle accélère vite. Elle tient bien la route. Ses moteurs étaient vraiment increvables. C'est 6 cylindres en ligne, donc je ne m'attends pas à avoir trop de problèmes. L'embrayage est bon, la boîte de vitesse passe les rapports en douceur. Aucun rapport ne saute, ça paraît solide. La seule chose que j'ai remarqué, c'est ça ici. Sinon, elle roule très bien. Une des choses que j'avais oubliées sur ces anciennes BMW, c'est la jauge de consommation instantanée. Comme vous le voyez, quand je retire mon pied de l'embrayage, cette aiguille bouge. Elle indique généralement la consommation moyenne en litres au 100 en roulant. L'autre chose, c'est que cette voiture tient mieux la route que ma Ferrari 360 à 70 000 $. Donc, les passages de vitesse sont meilleurs. C'est plus fluide. Honnêtement, elle paraît plus puissante et fiable. Elle ressemble aussi beaucoup à ma Ferrari, notamment avec les boutons pour les vitres situés ici, comme sur ma Ferrari. Les boutons sont exactement les mêmes que ceux de ma Ferrari. La radio est probablement le même autoradio non d'origine que j'installerai dans ma Ferrari. Et honnêtement, j'ai l'impression qu'elle est moins sujette aux pannes, moins fragile que ma Ferrari. Et cette voiture m'a coûté 2000 $. Soit moins d'un dixième du prix de ma Ferrari, ce qui est fou à imaginer. Elle est rangée dans la nouvelle maison, dans le nouveau garage, jusqu'à ce qu'on ait le temps de s'en occuper. C'est moche. C'est vraiment moche. Passons au projet suivant. Elle restera ici un moment, jusqu'à ce qu'on puisse s'en occuper. En un an, beaucoup a changé. J'ai quitté ma location, acheté une maison aux enchères, et je travaille encore dessus. La piscine est finie, après beaucoup de travail, j'ai aussi eu la licence de concessionnaire, j'ai trouvé un nouvel emplacement pour un atelier, et j'ai aussi trouvé ce que j'aurais aimé posséder, un immense terrain où je loue de l'espace pour stocker des voitures supplémentaires, donc comme un surplus de véhicules. La BMW s'était garée là-bas depuis pas mal de temps maintenant. Je vous ai aussi écouté, et j'ai lu les commentaires. Beaucoup de gens aiment regarder mes vidéos d'enchères et aimeraient pouvoir acheter ou vendre comme le font les concessionnaires. Et beaucoup d'autres détestent tout simplement Facebook Marketplace. Donc, un de mes associés et moi avons trouvé une solution. Nous avons créé cette plateforme d'enchères pour le public et pour les concessionnaires. Donc, si vous en avez assez de vendre vos voitures à des concessionnaires, de recevoir des offres ridiculement basses pour vos reprises, ou si vous en avez tout simplement marre de Facebook Marketplace, jetez un œil à Carblock. L'application disponible sur l'App Store iOS, Google Play ou sur tcarblock.com permet de mettre votre véhicule en vente afin que des concessionnaires comme moi puissent enchérir. Vous pouvez scanner le VIN, saisir le kilométrage, prendre photos et vidéos, puis des personnes comme moi peuvent enchérir. Et ensuite, nous nous battons les uns contre les autres pour être le meilleur enchérisseur et la meilleure offre remporte votre voiture. Et ils paieront Carblock. Carblock vous paie directement. Votre voiture est partie. C'est tellement simple. Les concessionnaires peuvent aussi acheter des voitures directement auprès du public via Carblock. Un lien sera dans la description pour tester vous-même. Allons à mon atelier et commençons à travailler sur cette BMW un an plus tard. Un an plus tard. Aujourd'hui est officiellement le jour où nous allons travailler sur cette voiture. Enfin, après plus d'un an. Je l'ai achetée il y a plus d'un an. Nous allons nous en occuper. Elle roule très bien. Nous allons la nettoyer. Allons à la poste. Nous devons faire une vidange complète et un parallélisme. Pendant que je conduis, peux-tu vérifier en ligne le prix de 2 nouveaux sièges? Ceux-ci sont moches. Quel sera le coût de remplacement de ces sièges puisqu'ils sont faciles à enlever?
J'ai remarqué ces 10 dernières années, de plus en plus, et aujourd'hui, c'est unanime. Chaque parent dit « Je veux une automatique pour mon enfant. Je veux que sa première voiture soit une automatique. Je ne veux pas qu'il conduise une manuelle. » Cela étant dit, ces 10 à 15 dernières années, il est évident que les gens sont plus souvent sur leur téléphone en voiture pendant qu'ils conduisent. Je sais qu'une caméra me filme en conduisant. Mais il m'arrive aussi d'être coupable d'utiliser mon téléphone en conduisant. Je sais que j'avoue ma faute. J'essaie de ne pas le faire, mais avec une boîte manuelle, c'est impossible. On n'a pas 3 mains. Il faut une main sur le volant, une sur le levier, un pied sur l'embrayage, l'autre sur l'accélérateur ou le frein. On ne peut pas être sur son téléphone avec une boîte manuelle, donc on est beaucoup moins distrait au volant d'un véhicule à boîte manuelle. J'en suis un fervent défenseur. C'est plus amusant. On a plus de contrôle sur la voiture. Et maintenant que tout le monde conduit en étant sur son téléphone distrait, toi tu ne l'es pas. Tu ne peux pas être sur ton téléphone en conduisant une boîte manuelle. C'est génial. Je pense qu'on devrait revenir à ça. Alors, nos vitesses fonctionnent comme ceci. On a la première, la deuxième est à gauche et en arrière. Le point mort est au centre et la troisième est en avant. La quatrième, c'est du point mort vers l'arrière. Donc, le point mort va automatiquement en troisième et quatrième position. Troisième, quatrième, puis la cinquième, c'est le point mort, à droite et en avant. D'accord ? Ça revient toujours au point mort, bien au centre. Donc, pour l'instant, je vais passer en seconde. Ensuite, je vais pousser sur le côté et tirer en arrière. D'accord ? Alors commence par changer de vitesse. Nous sommes en seconde. Embrayage, passe en troisième, c'est juste en avant. Oui, ça va se faire automatiquement. Je vais recommencer à aller doucement. Donc, tire vers l'arrière à gauche. Voilà, donc si tu t'habitues, on va s'arrêter. Maintenant, on veut être en première, donc à gauche et en avant. Ensuite, on peut repartir et tout ira bien. Je vais accélérer un peu plus, embrayage, tire vers l'arrière à gauche. Oui, c'est la seconde. Et tu dois juste savoir où appliquer la pression. Si je passe de première à seconde, je vais à gauche avant, puis arrière. Pour la troisième, sans pression latérale, point mort, troisième, puis quatrième. La cinquième, c'est point mort puis à droite en avant. Pied sur le frein et relâcher l'embrayage, c'est une compétence à acquérir. Tu devras apprendre quand tu seras en pente. Mais pour l'instant, on est sur une surface plate et il suffit de relâcher l'embrayage aussi lentement que possible. Pas d'accélérateur, voilà. C'était trop rapide pour appuyer sur l'embrayage. Donc tu aurais pu le sauver en appuyant sur l'embrayage. D'accord, tu arrives à un stop. Appuie sur l'embrayage. Maintenant, avance doucement. Assure-toi que personne n'arrive. Maintenant, tu relâches l'embrayage. Tu dois le relâcher lentement. Tout ça, c'est une question de patience. Quelques minutes plus tard... Continue. Bien ? Ouais. D'accord, recommence. Débraye dans le virage puis accélère en sortant. Et maintenant, je veux que tu tournes à droite puis que tu ailles par là jusqu'au stop. Et fais tout à l'envers. Donc la voiture est restée garée pendant environ 1 mois et elle a démarré, mais maintenant tous ces démarrages et calages ont vidé la batterie. Donc maintenant tu vas apprendre la deuxième partie, la démarrer avec des câbles. Comment démarrer une voiture en la poussant ou avec des câbles ? Poussons-la en marche arrière parce que je ne veux pas qu'on se retrouve dans la circulation. Donc, pour démarrer une voiture à transmission manuelle en la poussant ou avec des câbles, ce qui est bien mieux qu'une transmission automatique, on va desserrer le frein à main et le faire en seconde. Normalement, si j'allais vers l'avant, je la démarrerais en seconde parce que la première tire trop court et c'est plus difficile de la démarrer en la poussant. La seconde, voire la troisième, est moins contraignante. Mais là, on va en marche arrière, donc je vais passer la marche arrière. Frein à main desserrée. Vas-y, pousse-moi. Continue. Plus vite l'athlète. Je suis en train de faire ça, papa. Porteur des Birkenstock tout le temps. Ça a marché. Ça a marché. On fait peut-être une pause. Je vais vérifier les niveaux de la voiture. Sur la plupart des véhicules, voici le radiateur et son bouchon, qui chauffe beaucoup. N'enlevez pas ça quand la voiture est chaude. Sur les BMW, Audi, Mercedes, il y a un vase d'expansion ici. C'est très chaud. C'est comme ça que je sais que c'est le réservoir. Je ne l'enlèverai pas maintenant. C'est sous pression et peut exploser. Vous ne voulez pas que le liquide de refroidissement brûlant touche votre peau. D'accord. Ensuite, ici, c'est votre liquide de frein. Et vous pouvez même voir qu'il y a écrit max juste là. Donc max, min. Si c'est en dessous de la ligne minimum, c'est trop bas. Si c'est au-dessus de la ligne max, c'est en fait trop. Et ça, c'est un capteur juste ici.
Donc ça allumera un voyant si le niveau est bas. D'accord? Vous avez un voyant de frein allumé. La jauge d'huile est généralement jaune, mais rouge sur de nombreuses voitures allemandes. C'est la jauge d'huile. Les jauges de boîte de vitesse sont souvent rouges, mais ici, c'est bien celle d'huile. Ici, vous trouvez le liquide de direction assistée. Celui-ci semble être le filtre à huile. Et là, le bouchon d'huile. Retirons le bouchon d'huile et vérifions d'abord son intérieur. Non, non, continue. Il suffit de le tourner. Maintenant, tire-le vers le haut. Regarde le dessous. Est-ce que c'est blanc ou laiteux, ou est-ce qu'il y a de l'humidité dessus? C'est bon signe. Très bien. Toute humidité à l'intérieur du moteur remonte vers le haut. Elle remonte jusqu'au bouchon d'huile. Et c'est comme ça que tu peux savoir s'il y a une fuite interne quelque part. Fuite de joint, de culasse. D'accord? Tu peux remettre le bouchon. Maintenant, enlève la jauge d'huile et vérifions l'huile. Tire simplement sur la jauge. Elle ne devrait pas tourner. Elle devrait juste sortir. Qui sait depuis combien de temps elle n'a pas été sortie? Y a-t-il un verrou? Sur certaines BMW, un verrou latéral la maintient en place. Non. Je ne voulais pas faire ça. J'ai juste besoin d'un peu de force. Je ne veux pas le casser. Sors-le. Essuie-le d'abord. Regarde tes repères. Tu vois où sont tes repères minimum et maximum? Minimum. Donc ça, c'est ton minimum. Ça, c'est ta ligne maximum. Alors, enfonce-le jusqu'au fond. Vas-y. Ouais. Maintenant, retire-le. Pose-le directement sur ton chiffon. On en est où? Ça a l'air d'être juste là. Donc on est pile à la ligne max. C'est parfait. Et comment ça a l'air? Sens-le. Est-ce que ça sent le brûlé ou quelque chose comme ça? Sors-le au soleil. Est-ce que ça a l'air propre ou vieux? Ça a l'air assez propre, mais remets-le encore une fois pour vérifier. Comment ça a l'air? Ça me paraît propre. Ça a l'air assez propre. Est-ce que c'était bien sur la ligne comme on pensait tout à l'heure? Oui, bien, d'accord. Oui, tu peux le remettre. On a fini. Donc, j'ai commandé des housses de siège de remplacement. Et pas juste des housses de siège génériques, adaptables, mais de vraies housses de siège BMW, qui ressemblent exactement à celles-ci, identiques. Elles arriveront la semaine prochaine. On refait aussi les panneaux de porte parce qu'ils sont tellement vieux et fragiles que c'est comme s'ils étaient passés du carton à une sorte de fibre molle. Je ne sais pas. Oui, c'est juste du vieux carton. Donc on essaye de reconstruire ces panneaux de porte parce que quand tu tires sur la poignée, elle sort directement du panneau de porte. Ou bien ça se soulève et tu peux voir le marron en dessous. Et ça a juste l'air dégoûtant. Et on va devoir faire repeindre cette voiture parce qu'elle est moche. Une semaine plus tard, la BMW a été peinte et est revenue. Donc, on a de nouvelles housses de siège, on a une nouvelle peinture, je vais prendre un couvre-volant et un couvre-poignée de frein à main. Et cette voiture est presque terminée. Bon, allons amener Chasey à l'école. Ben Broski, merci. Super. La BMW est de retour. Il a fait une peinture en 2 couches. D'abord une base, puis un vernis. En général, les peintures bon marché se font en une seule couche. Donc, le vernis est mélangé à la couche de base. D'accord, je payais 300 $ pour une peinture chez Mako quand j'ai commencé ce travail. Il y a plus de 20 ans. 900 $ maintenant, mais le résultat est super. En réalité, j'ai payé 950. Il demandait 850, mais il a réparé quelques bosses. C'est un peu délavé ici. Ce qui était bizarre, c'est qu'il l'a laissé dehors. Comme s'il avait fait un feu cette nuit-là. Donc il l'a peinte, puis il a fait un feu. Donc tout ça, c'est de la cendre. C'est un peu étrange qu'il ait fait ça. Il y a aussi des poils de chien et une tache sur mes sièges tout neufs. Je ne sais pas si la voiture a été livrée avec son chien dessus, mais il y a plusieurs endroits concernés. Ici, vous voyez comment il a protégé des zones avec du ruban adhésif. Il peut donc en rester sur la voiture par endroits. Le masquage a été bien fait. L'autre côté a probablement aussi du ruban. Il en reste ici. Tu n'as pas ouvert le capot pour enlever le ruban, donc on va le faire. Tu peux l'ouvrir pour moi? On retire ça ici. Le masquage est bien fait. Et cette serrure de porte. Je suis sûr que si tu fais le tour, tu vas trouver du ruban un peu partout en nettoyant, mais ce n'est pas vraiment un gros problème. Et puis, il manque juste quelques petites choses. Donc si tu vas dans le coffre, les emblèmes Z3 et 2,3 sont dans le coffre, je crois, d'accord? Il est verrouillé. Donc je pense qu'ils sont là-dedans. On utilisera du ruban adhésif double face pour les coller. Et puis, il y a aussi la calandre, qui était décolorée. Je pense te demander de la peindre en noir. Je pourrais te demander de peindre la calandre en noir et de la remettre. Ça rendrait bien. Les jantes sont décolorées. J'ai sûrement ce coloris argenté. Je pourrais te demander de masquer les pneus, poncer puis peindre les jantes. J'ai la peinture argentée pour les embellir. Voilà, il faut vraiment les repeindre en noir. J'ai un noir satiné pour ça. Lave-les puis peins-les. Pour le chrome, tu sais s'il y en a ailleurs sur la voiture? Pas vraiment. On garde l'argenté ou on met tout en noir? Qu'en penses-tu? Je peux laisser ça en argenté. Laisse-les ainsi. Très bien, nettoie-les seulement. On garde le chrome, d'accord?
peins les inserts de la calandre en noir. Oui, j'ai vu. Tu peux juste fermer ça avec de l'époxy. Tu peux repeindre la plaque d'immatriculation en noir satiné. Remets-la ensuite. Nettoie les inserts de calandre. Peins-les en noir. Nettoie les entourages de garniture et garde-les chromés. Puis remonte tout. D'accord ? Voici les emblèmes juste ici. Donc Z3 est 2,3 et je vais te donner du ruban adhésif double face pour ça. La première chose que je dirais, c'est un lavage. D'accord ? Lave toute la voiture. Il a conduit depuis Okeechobee pendant la saison des Love Bugs, donc la peinture neuve a des moucherons sur le pare-choc avant. Assure-toi que le chiffon est vraiment propre, la lavette. D'accord ? Parce que c'est une peinture toute fraîche, toute neuve. Il n'y a pas une seule micro-rayure, pas une rayure dessus. Tu veux t'assurer que ta lavette est en bon état, d'accord ? Il semble y avoir du brouillard de peinture ou de la poussière sur le pare-brise. Si ça s'en va, c'est super. Tu pourrais utiliser une lame de rasoir pour l'enlever ici, d'accord ? Il y a encore quelque chose qui m'intrigue. J'ai filmé pour un produit du TikTok Shop et c'est censé nettoyer toute cette oxydation sur les phares et aussi sur le vinyle. Je vais vite l'essayer par curiosité. Je pense que c'est un gadget, comme un remède de charlatan. Mais si ça fonctionne, cette capote dégoûtante pourrait vraiment avoir l'air bien. C'est un produit du TikTok Shop. Ils disent que ça va marcher sur les phares. Je ne sais pas si ça va marcher sur le vinyle. Laisse agir. En fait, ils l'ont fait assez rapidement. Mon Dieu. Non. Si ça marche aussi sur les phares, le temps qu'on va gagner... Bon, alors ne mets pas ça sur la peinture, d'accord ? Mais je vais te demander de le pulvériser, de frotter puis de rincer. Donc ça va probablement enlever la saleté en surface. Ensuite, on pourra, je sais pas, polir, dégraisser ce qu'il y a dessus, puis polir à nouveau. Je ne sais pas si ça va user le vinyle. Je ne veux pas le percer. Alors, fais attention, d'accord ? Waouh ! C'est déjà mieux. Maintenant, on sait. Bon, on est à environ 25 minutes de cette vidéo et la voiture commence à bien ressortir. On a de la peinture fraîche. On a de nouvelles housses de siège. Mon fils a en quelque sorte appris à conduire une voiture à boîte manuelle et ce truc tourne comme une horloge. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit dans cet état-là parce que sur les photos d'origine de l'annonce, elle avait l'air beaucoup plus belle parce que la voiture était mouillée. Les photos ont été prises sous la pluie. Donc bon, c'est comme ça. Je n'aime pas que mes vidéos dépassent les 25 minutes environ. Donc je vais m'arrêter ici. Dans la deuxième partie, on va finir cette voiture. On va s'occuper des jantes, des pneus. On a encore plein de choses à faire à l'intérieur. Mon Dieu, l'intérieur était pire que l'extérieur. Abonnez-vous. Dans la deuxième partie, on termine la voiture et tente de la vendre pour un bénéfice. Combien peut-on gagner ? On a payé 2000, les frais d'enchère, le transport, la peinture, l'intérieur. À combien peut-on vendre ce truc ? Combien ça vaut ? Combien vaut une BMW Z3 de 97 avec 74 000 miles ? Dites-le moi en commentaire. On se retrouve pour la suite. Merci pour votre soutien. À plus tard.